Hier, 26 avril, la journée mondiale de la propriété intellectuelle. 13 ans après l'institution de cette journée, le problème du financement se pose toujours. Bientôt fini, les problèmes d'eau à Ndautré. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé à la pose de la première pierre d'un château d'eau dans la cité. Et puis en Guinée, l'opposition une nouvelle fois dans la rue. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Célébration hier, 26 avril, de la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Échanges et expositions des chercheurs ont marqué cette 13e édition en Côte d'Ivoire. L'événement était placé sous le thème de la créativité, la prochaine génération. Franck Quadio. Une caisse modélable à souhait et des fonctions insoupçonnées. C'est la trouvaille de Zako Frank, un ouvrage à présenter au public comme bien d'autres lors de la 13e journée mondiale de la propriété intellectuelle. Jean-Paul Pinard est magnétologue. Il s'intéresse à l'élimination des génomes favorisant la drépanocytose. En 15 minutes ou 20 minutes de traitement, la douleur a diminué de 20%. Alors ça, c'est dû à l'accélération de la transformation du calcium en monoxyde d'azote qui va permettre donc de dilater les vaisseaux. C'est très simple. Cet autre inventeur dit traiter la sinusite autrement. Tous les documents de médecine disent que pour traiter efficacement la sinusite, il faut faire ce qu'on appelle le drainage. Si on arrive à évacuer toute la glaire infectée, surtout dans les sinus, on est guéri. Et c'est ce que le GPV fait après application nasale du produit. Une dizaine d'inventeurs en adéquation avec le thème choisi pour cette journée, créativité, la prochaine génération. Le brevet qu'on développe aujourd'hui, c'est le produit qu'on aura demain sur le marché. Et donc, en regardant les demandes de brevet aujourd'hui, on sait ce que dans 5 ans, 10 ans sera la technologie. Et donc, c'est une question, c'est l'occasion également de réfléchir comment orienter la recherche. Les réflexions sont donc engagées pour une activité inventive plus dynamique et variée et qui couvre divers domaines, entre autres la mécanique, la médecine, la musique et la littérature. Hier donc, journée internationale de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, qu'est-ce que c'est? Qu'en est-il de la réalité des inventeurs en Côte d'Ivoire? Élément de réponse dans ce reportage de Franck Quadio. La propriété intellectuelle, ce sont les droits remis aux inventeurs et créateurs. Deux niveaux sont reconnus, l'industriel et l'artistique. L'administration de ce système est confiée en Côte d'Ivoire à l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, OIP. Vous avez mis au point une invention, vous avez mis au point une idée, vous n'avez pas forcément les compétences pour faire votre demande. Vous vous adressez à l'office et l'office vous encadre à rédiger votre document brevet. Un rôle d'encadrement donc et de gestion des brevets d'invention. Plus de 500 cas gérés de 1964 à aujourd'hui par l'OIP. L'essentiel cependant ne réside pas que dans la détention des brevets. Il faut surtout trouver des financements. Ces brevets-là, on peut en sélectionner une dizaine qui peut être sous forme de projet finançable bancable. L'État ne peut prendre que la garantie. Vision partagée par l'autorité représentée par les ministres de la Culture et de l'Industrie. Pour Jean-Claude Brou, une chose est claire, l'État ne peut accompagner totalement ce type d'initiative privée. Appel est donc lancé à l'aide extérieure. C'est l'occasion pour moi de lancer aussi un appel aux investisseurs. Parce qu'ils ont découvert, ils ont des brevets, certains ont même certifié. Maintenant, il faut les encourager à passer à la phase de production industrielle pour que ça puisse maintenant devenir des produits finis et que les Ivoiriens puissent en bénéficier. La balle est dans le camp des acteurs eux-mêmes. L'État dit avoir fait sa part. Plus de 55 millions ont déjà été octroyés à l'invention. Bientôt, la fin du calvaire pour les habitants de Ndautré, c'est dans la commune d'Abobo, une zone où les problèmes d'eau sont récurrents. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a procédé cette semaine à la pose de la première pierre d'un château d'eau dans la cité, ce au grand bonheur des habitants. Aimé Quadio. Ndautré dans la commune d'Abobo. Cette femme rentre à la maison. Comme d'habitude, quand elle veut prendre de l'eau, le robinet reste sec. 10 ans que cela dure. Elle a donc recours au point de vente d'eau pour avoir le liquide précieux.
Avec 250 francs CFA, elle achète 10 bidons de 20 litres par jour pour sa famille de 6 personnes. Une situation difficile. L'arrivée du château d'eau, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes très contentes. Vraiment, très contentes. Si vraiment, nous savons que déjà le château d'eau va venir. Déjà même, on croit déjà que l'eau est déjà là. On le croit. L'arrivée du château devrait régler les problèmes d'eau des habitants de Ndotri. Mais pas seulement. Sur le site du futur réservoir d'eau est installé ce maçon. Il espère travailler sur le chantier du château. Si bon, il vient faire le travail, bon, nous on est là, on peut les prendre briques, on peut les prendre ciment aussi. Bon, ça me permet d'avoir de l'argent, d'avoir nourrir ma famille. Ce château porte beaucoup d'espoir. Il apportera de l'eau sur un rayon de 5 km à environ 400 000 habitants. Il doit être livré dans un an. Vous l'avez certainement constaté, des agents vaccinateurs investissent depuis le jeudi 25 avril les communes du district d'Abidjan pour administrer des gouttes d'eau, des gouttes de vaccin aux enfants de 0 à 5 ans. Il s'agit du premier passage de la campagne de vaccination contre la poliomyélite de l'année 2013. Objectif, consolider les acquis. Grâce Kondo et Mekwadio. Cet enfant est en train de prendre les gouttes du vaccin contre la poliomyélite. Il reçoit également de la vitamine A et des déparasitants. Un geste gratuit qui satisfait les parents de cet enfant. J'ai accepté de vacciner l'enfant pour ne pas que demain il soit paralysé, qu'il marche avec des béquilles. Et c'est bon de vacciner les enfants parce que l'enfant marche bien, il a une bonne santé. Quand tu vois ton enfant marcher bien, ça te fait plaisir. Il va marcher pour pouvoir aller à l'école demain. Or, quand l'enfant ne marche pas, vraiment, ça n'encourage pas les parents à mettre les enfants à l'école. Quand on est sur le terrain, vraiment, il y a des parents qui sont bien. Dès qu'ils nous voient à distance en train de venir, automatiquement, ils courent, ils nous croisent avec les enfants. On essaie de les vacciner. Pour les agents vaccinateurs, tout ne se passe pas toujours aussi bien. Il y a des parents, c'est pas facile. Lorsqu'on arrive comme ça, on les salue poliment. On leur demande à vacciner leur enfant. Mais directement, ils nous jettent. Il y a même, ils nous disent non, l'enfant il dort et que le sommeil est plus important que la vaccination. Ce qui est un peu compliqué, c'est que des parents, pour ne pas nous accepter, ils préfèrent nous dire simplement que l'enfant a été vacciné. Et nous-mêmes, on constate que l'enfant n'a pas encore été vacciné. Un enfant qui est vacciné, on doit forcément marquer le petit doigt. Et pourtant, il y a des résultats. Plus de 7 millions d'enfants ont été vaccinés entre 2011 et 2012. Et sur la période, aucun cas de polio n'a été dépisté. Voilà, 2 gouttes de vaccin pour donc épargner les tout-petits. Et la campagne est gratuite et elle concerne les enfants de 0 à 5 ans. Direction Yamoussoukro et c'est Michel Digré qui nous y conduit. Il était aux côtés d'une mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, une mission engagée à restructurer l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de la ville. Institut national polytechnique de Yamoussoukro, aux des bâtisses qui de l'extérieur ont fière allure. Mais l'envers du décor laisse entrevoir des fissures. L'INPHB est à l'épreuve du temps, tant au niveau de ses infrastructures que de la formation dispensée. Au XXIe siècle, on travaille avec les machines à commande numérique. On en a encore avec les anciennes machines. Donc ça rend le travail un peu difficile, ça fait qu'on est un peu déphasé. La nouvelle direction générale de l'INPHB est à la tâche pour redorer le blason de cet institut de référence en Afrique. Nous sommes dans la phase de recherche d'idées, de stratégies pour réhabiliter en profondeur l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Donc il est de notre devoir d'associer tous les acteurs possibles, y compris les agents du système des Nations Unies. Nous leur avons demandé de venir ici à Yamoussoukro pour qu'on leur présente les activités de formation, de recherche et surtout d'assistance conseil qu'on pourrait développer auprès des entreprises. Les agences des Nations Unies en Côte d'Ivoire entendent apporter leur contribution à la restructuration de l'INPHB. Cette école mérite qu'on l'aide et en tout cas pour ce qui concerne le Bureau international du travail que je représente, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pourrons mettre en place un partenariat pour permettre à cette école de se mettre en rapport avec le Centre international de formation de Turin
qui quand même est un centre d'excellence. Il y a des partenariats concrets avec cette institution nationale de Polytechnique dans la réalisation de différents projets qui sont en cours, mais aussi dans la participation d'un programme qui est en train de se formuler sur l'emploi des jeunes dans différents domaines. En ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures, l'INPHB a pu obtenir un financement de l'Agence française de développement en février dernier. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de l'envoi de 12 600 casques bleus dans le nord du Mali, une mission dont l'objectif sera d'aider le pays à sortir de crise. Qu'en pensent les Maliens vivant en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Grace Kondo et Thomas Nguessombi. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de décider de l'envoi d'environ 13 000 hommes au Mali. L'information alimente des débats au sein de la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire. L'ONU amène les casques bleus au Mali, moi je suis content. Parce que l'ONU là, si on repart au Mali, là, ça nous rend. Parce qu'il y a les Touaregs au Mali là, ça c'est pas les bons musulmans, c'est les bandits. J'aimerais que l'ONU aide Mali à sortir de la crise, tout ça. Que le Mali reprenne ses activités comme d'habitude dans les années 90, comme jusqu'à présent. Le pays souffre trop. Et on a besoin d'une libération totale. Parce que ces terroristes nous ont fait du mal. On a perdu beaucoup de parents et autres. S'ils le font, ça va nous apporter une amélioration et évoluer le Mali. D'autres, par contre, estiment que le Mali peut se faire l'économie d'une force onusienne et entrevoir autrement le règlement de sa crise. Je pense que c'est vraiment déplorable pour l'Afrique. À chaque fois, il faut aller chercher des casques bleus et autres pour venir. On l'apprécie, c'est peut-être une aide. Voilà, mais on ne va pas à chaque fois aller chercher de l'aide ailleurs. Il va falloir que les Africains, par rapport à leurs problèmes maintenant, sachent prendre de bonnes décisions et puis passer à l'acte. Je suis vraiment content. Mais dorénavant, j'aimerais que nous-mêmes, on puisse trouver la solution. Vraiment la solution, pour que ce soit nous-mêmes, on puisse intervenir à ça. Le débat se poursuit, mais les forces, elles, sont attendues pour le 1er juillet prochain. En Guinée, l'opposition était encore dans les rues jeudi dernier. La manifestation a mal tourné, bilan au moins un mort. La manifestation a bien commencé. Le gouverneur de Conakry et l'opposition s'étaient mis d'accord sur le trajet. Les organisateurs et le pouvoir comptaient donc sur une marche pacifique jeudi dans la capitale guinéenne. Par rapport à l'importance du dispositif, à la présence policière de gendarmerie, tout s'est très bien passé. Les gens sont arrivés. Malgré, mais tout s'est bien passé au niveau du stade déjà. Des gaz lacrymogènes répondent aux jets de pierre, puis des coups de feu. Un mort par balle, un jeune de 16 ans, 5 personnes blessées et les forces de l'ordre pointées du doigt. C'est un gendarme qui m'a tiré une balle. Je sortais de la gare routière, à peu près quelques mètres de la rentrée. C'est là-bas que j'ai reçu la balle. En quelques semaines, c'est la 3e manifestation qui tourne mal à Conakry. En mobilisant la rue, les leaders de l'opposition guinéenne veulent obtenir l'ouverture d'un dialogue sur l'organisation des prochaines législatives fixées au 30 juin par le pouvoir. C'est autour de la table que nous allons décider de l'opérateur qui fera la révision. C'est autour de la table qu'on se mettra d'accord des conditions de fonctionnement de la CENI parce qu'elle fonctionne mal. C'est autour de la table qu'on se mettra d'accord sur un chronogramme fixant la date des élections. À chaque fois qu'une manifestation dérape, l'opposition guinéenne crie à la barbarie, ce qui ternit chaque fois un peu plus l'image du régime en place à Conakry. Manifestation de colère également dans les rues de Dhaka au Bangladesh où le bilan s'alourdit après l'effondrement d'un immeuble de 8 étages. L'immeuble abritait des ateliers de confection, plus de 340 morts dénombrés. Les manifestants réclament l'arrestation du propriétaire de l'immeuble. Ce dernier reste introuvable. Et puis du sport pour terminer, la finale de la Coupe d'Afrique des Nations des cadets se joue cet après-midi à Rabat. La Côte d'Ivoire affronte pour l'occasion le Nigeria et les éléphantos semblent bien décidés à relever le défi. Merci de nous avoir suivis.